La Lune, l'élément le plus familier de notre nuit étoilée. Un bon télescope d'amateur suffit à en observer les détails. Depuis toujours, les hommes ont rêvé d'y aller et de faire leurs premiers pas dans l'univers. Le rêve devient réalité le 15 juillet 1969. Saturn V, la plus puissante des fusées américaines, s'élève avec majesté dans les cieux. Après 5 jours de voyage dans leur vaisseau spatial Apollo, les astronautes Collins, Armstrong et Aldrin approchent du but de leur voyage, la Lune. Enfin, survol du paysage lunaire jusqu'à la zone d'alunissage. Tandis que Collins reste dans le vaisseau Apollo en orbite autour de la Lune, Neil Armstrong et Edwin Aldrin alunissent sans encombre le 20 juillet 1969. Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Peu de gens savaient alors que les Soviétiques essayaient au même moment d'envoyer une sonde, mais elle s'écrase sur le sol lunaire. Les téléspectateurs assistent en direct à cet événement historique. Les Américains avaient gagné la course à la Lune. La première sortie à la surface de la Lune ne dure que 2 heures et 50 minutes. Collecte d'échantillons de roches. On plante le drapeau américain. Le 24 juillet, les astronautes amérissent au sud-ouest d'Hawaï et sont mis comme prévu à l'abri avec leur capsule Apollo. Par mesure de prudence, ils ont dû revêtir des combinaisons de protection et passer quelques jours en quarantaine. On s'assurait ainsi qu'ils ne rapportaient pas de maladie de la Lune. Arrivée à New York, la nation en liesse accueille ses nouveaux héros. Enthousiasme délirant pour la conquête de l'espace. Pourtant, l'aventure de l'espace a débuté en Union soviétique. D'une base de lancement secrète décolle le 4 octobre 1957 une fusée Zemyorka du programme Vostok. Elle met en orbite un petit satellite, le premier corps céleste construit de main d'homme. Le monde entier est à l'écoute du bip-bip de ce Spoutnik. L'Occident est en état de choc. Les Américains tentent immédiatement une mise en orbite, sans succès. Une course folle démarre entre l'Est et l'Ouest. C'est le soviétique Youri Gagarin qui doit devenir le premier homme dans l'espace. On bâtit un gigantesque vaisseau Vostok. Tout est prêt en 1961. Les Américains avaient annoncé un vol habité. Un mois avant la date annoncée, le 12 avril 1961, c'est Youri Gagarin qui est le premier homme à monter dans une capsule spatiale. S'il avait échoué, le monde n'en aurait rien su. Le secret était total. Das Vidania, un au revoir de Sergueï Pavlovitch Korolev, le directeur du programme de missiles balistiques.
C'est à lui que les Soviétiques doivent leur première réussite. 4 accélérateurs disposés autour du corps central propulsent Vostok 1 dans l'espace. Objectif, un tour de terre. La capsule de Gagarine était à l'extrémité du lanceur. Comme prévu, Gagarine tourna 108 minutes autour de la Terre. Pendant quelque temps encore, les Soviétiques conservent leur avance dans la course à la Lune. C'est seulement avec le développement du lanceur Saturn dans les années 60 que les Américains refont leur retard. C'est là la fusée la plus puissante développée par la NASA. Elle avait pour fonction d'amener le premier homme sur la Lune. Elle était porteuse de tous les espoirs américains de gagner la course à l'espace face à l'Union soviétique, malgré tous les revers essuyés jusque-là. Ce lanceur, plus puissant que Saturn V, était supposé envoyer le premier soviétique sur la Lune. Ces plans ambitieux ne sont cependant devenus publics qu'après la décomposition de l'Union soviétique. Comme le montre le fonctionnement de la maquette, le cosmonaute devait être éjecté hors de la capsule et rejoindre un véhicule avec lequel il allunissait ensuite. Une entreprise délicate pour un cosmonaute seul, mais qui donnait aux soviétiques une chance réelle d'arriver sur la Lune dès 1968, soit avec un an d'avance sur les Américains. Mais cette mission ne vit pas le jour et aucun cosmonaute soviétique ne revint vainqueur de la Lune. À cela une raison, le génial constructeur Korolev était mort. Ce robot soviétique s'écrasa à l'arrivée sur la Lune alors que le module lunaire américain Eagle allunissait en douceur. En Union soviétique, on continua le programme pour sondes non habitées, mais en l'absence de Korolev, cela ne progressait pas vraiment. Les soviétiques durent se contenter de rapporter, grâce à leur sonde robot, quelques kilos de poussière de Lune. Plus tard, les Soviétiques firent arriver sur le sol lunaire le Lunokhod 1, un petit véhicule automobile équipé d'une caméra et commandé depuis la Terre, qui entreprit des parcours de reconnaissance. Les Américains aussi apportèrent un véhicule sur la Lune. En tout, ils allèrent 6 fois sur la Lune. We'd like you to leave immediately, if not sooner. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Okay. My golly, this time goes fast. Okay, Neil. Ils prélevèrent des échantillons à proximité des zones d'alunissage. Okay, I just checked. Lors de leurs 6 voyages, les astronautes entreprirent 14 sorties. Still looking very good. Here go. Top arm. How he can eat a carrot. We got mad at him, we put him in there and closed the hatch.
Les appareils de mesure installés fonctionnent pour une part encore aujourd'hui. En tout, on rapporta sur Terre 385 kilos d'échantillons de roches lunaires. Des données scientifiques abondantes ont profondément changé la connaissance que nous avions de la Lune, mais elles ont également soulevé de nouvelles questions. Décembre 1972, image du dernier départ de la Lune pour le retour sur Terre. Les Américains annulèrent 4 autres vols pour la Lune précédemment planifiés. L'utilité scientifique de nouvelles missions sur la Lune était discutable. Les États-Unis rattrapés par des problèmes terrestres. La roche lunaire fut répartie entre de nombreux instituts dans le monde. Conditionnés soigneusement sous vide, les échantillons furent d'abord examinés dans des laboratoires spécialisés pour éviter toute pollution par contact avec du matériel terrestre. Il s'avéra que poussière et roches présentaient des structures et des compositions similaires aux minéraux terrestres. À quelques petites exceptions près, les éléments chimiques présentent sur la Lune à peu près la même fréquence qu'ici. La Lune a environ le même âge que la Terre. Au Lunar and Planetary Institute, des chercheurs du monde entier continuent à exploiter le grand nombre de données recueillies pour tenter de comprendre la formation de la Lune et des planètes dans notre système solaire. Notre Terre et son satellite, la Lune, constituent un cas unique parmi les planètes. La surface de la Lune est couverte de cratères creusés par des météorites. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a amené la Lune à tourner autour de la Terre. Aujourd'hui, on favorise l'hypothèse fondée sur des simulations numériques que l'origine du phénomène fut une collision. La Terre se reforma ensuite, un des fragments resta isolé, la Lune. On a simulé informatiquement diverses possibilités. Le résultat en est, dans de très rares cas, la subsistance d'une Lune indépendante. Les facteurs pertinents sont la taille des corps entrant en collision, leur vitesse et l'angle de collision. Avec le temps, la Lune se refroidit et prit son aspect actuel, couverte de cratères d'impact. Les impacts de météorites d'assez grandes dimensions ont donné naissance aux grands cratères des mers qui ont ensuite été recouverts de lave. Cela s'est produit il y a 3 ou 4 milliards d'années. Le cratère d'impact le plus récent ne s'est formé qu'il y a 96 millions d'années. Les météorites qui atteignent la Terre aujourd'hui sont le plus souvent si petites qu'elles se volatilisent lors du passage dans l'atmosphère. Seuls les fragments les plus gros arrivent jusqu'à la surface de la Terre. C'est en 1992 qu'on a filmé cette météorite dans la région de Pittsburgh. Un morceau en a écrasé l'automobile d'une étudiante à New York.
Voici une météorite pierreuse portée à incandescence puis noircie par le frottement de l'air. La forme de cette météorite résulte également de l'échauffement par frottement sur l'atmosphère. Quant à celle-ci, elle est probablement le résultat d'un impact qui l'a détachée de la Lune. Celle-ci vient probablement de Mars. La Terre rencontre une météorite toutes les 2 heures. Les impacts de météorites de grande taille sont rares. Celui-ci en Australie, près de Gosses Bluff ou de Halls Creek, date de 60 000 ans. Ce cratère d'Arizona est apparu il y a exactement 25 000 ans. Et une théorie toute récente suggère que ce paysage au cœur de l'Europe serait constitué des restes érodés d'un unique cratère géant résultant de l'impact d'une météorite entre les Alpes et les pays baltes. De grandes météorites peuvent à tout moment à nouveau atteindre la surface terrestre. Les conséquences d'un tel impact sont catastrophiques. L'explosion a envoyé dans l'atmosphère des quantités monstrueuses de poussière et de cendres. La Terre est alors en partie entrée en fusion. D'après un modèle numérique, l'attraction gravitationnelle de Jupiter capte 99,9% des grosses météorites qui sinon arriveraient sur Terre, puis les renvoie ensuite dans l'espace. Il semble qu'une météorite de cette taille ait atteint la Terre il y a 65 millions d'années, près du Yucatan, au Mexique. La conséquence en fut entre autres un hiver de très longue durée. Les dinosaures et avec eux la plus grande partie des êtres vivants sur Terre ont alors disparu. Il a fallu plusieurs années avant que les rayons du soleil n'atteignent à nouveau la surface de la Terre après disparition des monstrueux nuages de fumée et de cendres. Les conditions de vie sur la Terre sont alors redevenues plus favorables. Il semble même que la vie ait alors explosé et que l'évolution se soit accélérée. Depuis lors, s'est développée une extraordinaire diversité de formes et d'espèces. Les plantes ont durablement conquis le continent. Elles utilisent l'énergie solaire pour se nourrir en transformant CO2 et eau. Ce faisant, elles produisent de l'oxygène dont l'apport modifie la composition de l'air. Par modification active de l'environnement et adaptation à cet environnement, la vie a atteint une diversité fabuleuse. C'est ainsi que la planète bleue est devenue un cas d'espèce dans notre système solaire, un îlot de vie, le seul qui nous soit connu. Quelles que soient les raisons de l'attirance de l'homme pour l'univers après la conquête de la Lune, elles n'ont pas été suffisantes pour l'amener au grand saut. Il a résisté à l'appel des étoiles. Ce qu'il en reste, c'est la navette spatiale, mi-fusée, mi-planeur de l'espace, l'élément fondamental des actuelles expéditions spatiales américaines, cantonnées au voisinage immédiat de la Terre. Les sondes d'exploration vont plus loin dans l'univers, tel Magellan, envoyé sur Vénus. La navette permet aux astronautes américains de faire des expériences de vie et de travail dans l'espace. Ils ont réussi à réparer des satellites en panne et appris le maniement d'outils et d'appareillage en apesanteur, autant de préparatifs à la vie dans une station spatiale. Dans le monde exotique de l'apesanteur, il arrive que des objets simples se dotent eux aussi d'une indépendance troublante.
C'est pourquoi la vie et le travail y ont un déroulement complètement différent. Les agences spatiales se voient aujourd'hui de plus en plus contraintes d'intéresser le public à la conquête de l'espace pour justifier leurs entreprises coûteuses pour le contribuable. Il devient de plus en plus difficile de trouver de l'argent pour les vols habités dans l'espace. Il n'en existe pas encore d'utilisation commerciale convaincante. De ce fait, l'industrie ne s'y intéresse pas. Quant aux caisses de l'État, elles sont vides partout. Pour les vols habités dans l'espace, les perspectives ne sont pas roses. Assurer la vie de l'homme dans l'espace exige des moyens techniques importants. De là découlent les coûts élevés des vols habités. Il faut de surcroît faire d'abord des expériences médicales. On examine le comportement de l'homme en apesanteur, sa faculté d'orientation dans l'espace, les modifications de sa circulation sanguine et les raisons du mal de l'espace dont souffrent la plupart des astronautes. Mais dès le début, il a été important de procéder à des expérimentations biologiques pour déterminer quelle influence exerçait l'apesanteur et le rayonnement cosmique sur la croissance et le développement des êtres vivants. Pour ce faire, il faut des expérimentations de longue durée. Une mission de la navette de 8 ou 9 jours est trop brève pour de telles expérimentations. Et les vols sont trop espacés les uns des autres. Les inconvénients de la navette spatiale sont nombreux aux yeux de ses détracteurs. La station spatiale orbitale doit résoudre une partie de ces inconvénients. Une station orbitale existe déjà, la station Mir. Peu de temps après avoir perdu la course à la Lune, l'Union soviétique a mis en orbite la station Salyut. Les militaires aussi s'intéressaient à une telle plateforme. La station Mir existe quant à elle depuis 1986. Elle est assez grande et on a pu y conduire des expérimentations longues. Jusqu'à présent surtout de nature biologique et médicale. Mais elle a aussi fonctionné comme poste d'observation de la Terre. La station américaine Freedom n'existe pour l'instant que comme maquette informatique. Elle aussi doit être modulaire, mais pour l'heure, on ne songe encore qu'à une version réduite. Il a également été prévu d'utiliser la station orbitale comme camp de base pour une nouvelle expédition sur la Lune. C'est en 1972 que les astronautes ont aluni pour la dernière fois. Cette fois-ci, l'expédition devrait être le début de la mise en place d'une colonie sur la Lune. Dans les plans à long terme de la NASA, ce projet est prévu pour le prochain siècle, aux alentours de 2050. La colonie devrait devenir indépendante de la Terre. On trouve sur la Lune suffisamment de matières premières. Par exemple, on peut tirer de l'eau et de l'oxygène des roches présentes sur place. On pourrait ainsi procéder à une étude approfondie de la Lune. La face cachée est pour l'astronomie un site idéal. Pour la radioastronomie, on n'y subit pour ainsi dire aucun parasite. Aucune atmosphère ne perturbe l'imagerie optique. Mais pour l'heure, ce que nous voyons n'est qu'un jeu vidéo. Quelqu'un qui ne voudrait pas renoncer à faire son voyage dans l'espace peut faire une visite au parc de l'espace. On peut pendant quelques jours y vivre, manger et dormir, presque comme un véritable astronaute. Ce n'est pas réservé aux enfants. Les adultes peuvent y essayer de véritables instruments de voyage dans l'espace, s'y informer de façon approfondie, voire y passer quelques tests d'entraînement. On n'est pas loin d'y réaliser ses rêves. Il ne manque rien.
Entraînement sous l'eau, simulation de vol pour des pilotes de navettes spatiales. S'il est trop compliqué et trop coûteux d'emmener des hommes dans l'univers, leur rôle peut être rempli dans un premier temps par des robots. On travaille à la question dans de nombreux laboratoires. Il s'y conduit des projets très divers. Grâce aux techniques actuelles de miniaturisation, même des robots de petite taille peuvent être munis de nombreux capteurs performants. Certains espèrent qu'un véhicule de ce type se déplacera bientôt sur Mars. Mars et ses 2 satellites apparaît depuis longtemps comme le prochain objectif du vol habité. Plusieurs projets sont en préparation. Certains espèrent toujours s'y poser pour y organiser une implantation. Sur Mars aussi, il faudrait trouver de l'eau et d'autres matériaux sur place. Si on veut rester réaliste, l'humanité ne dépassera guère Mars, à supposer qu'elle arrive jusque-là. Mars, qui possède un climat de désert froid, se prêterait assez à une implantation. Cependant, ces lourdes tempêtes de sable corseraient encore la difficulté. La prochaine étape sur cette voie devrait être l'arrivée en 1996 de sondes robots russo-américaines. Vénus, l'étoile du berger, notre autre voisine, est constamment et entièrement recouverte d'un épais manteau nuageux. Il nous a fallu envoyer des sondes exploratrices pour découvrir ce qui se passe sous les nuages. Au milieu de nuages d'acide sulfurique très denses, se produisent de violents orages. De surcroît, on y a trouvé des traces d'activité volcanique. Autant dire que c'est un enfer, hostile à toute vie. Même les robots résistent mal à des températures de près de 480 degrés Celsius. Vénus n'apparaît pas comme un objectif pour vol habité. De toutes les planètes de notre système solaire, la Terre se meut par ailleurs sur l'orbite la plus favorable au développement de la vie telle que nous la concevons. Et notre belle planète bleue demeure encore le seul îlot de vie que nous connaissions. Jetons un regard sur la voûte céleste. Par temps clair, on peut voir à l'œil nu 2 milliers d'astres. Avec des télescopes qui sont également accessibles aux amateurs, leur nombre passe à plus de 100 000. On peut ainsi observer les planètes de notre système solaire. On peut même reconnaître clairement les mystérieux anneaux de Saturne. Le géant Jupiter. Mars, la planète rouge. Les images floues sont dues au manque d'homogénéité de l'atmosphère. Voici la vision qu'on a de Mars à travers un grand télescope, tel qu'en utilisent les astronomes. Vénus, l'autre planète voisine de la Terre, dans son épais manteau de nuages. Vénus tourne en orbite autour du Soleil à une centaine de millions de kilomètres.
Seul Mercure est plus proche du Soleil. Les planètes internes du système solaire, y compris la Terre, ont une structure tout à fait similaire. Toutes possèdent une croûte ferme, rocheuse. Plus à